Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, je mets mon clignotant gauche. Réponse C, je maintiens mon allure. Alors, ici, comme tu le vois, à ta droite, on a un camion de livraison qui est à cheval sur la chaussée et le trottoir. Donc ce camion de livraison constitue un obstacle que je vais devoir contourner. Donc comment contourner cet obstacle ? Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir. Ensuite, on va faire un contrôle sur le rétroviseur intérieur. Ensuite, un contrôle sur le rétroviseur extérieur gauche. Un autre contrôle sur l'angle mort gauche. Une fois qu'il n'y a personne sur les rétros, je mets mon clignotant afin d'avertir les usagers derrière moi de mon contournement d'obstacle. Puis, je dépasse en sécurité ce camion. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 2. Le niveau d'huile doit se situer entre le minimum et le maximum de la jauge. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comment savoir si le niveau d'huile est correct dans votre véhicule ? Alors, ce que vous allez faire, moteur à froid et sur sol plat, vous allez retirer premièrement la jauge, vous allez la nettoyer avec un chiffon, puis vous allez la replacer et la retirer pour regarder le niveau d'huile. Si le niveau d'huile est entre le minimum et le maximum, c'est que le niveau d'huile est correct. Par contre, s'il est en dessous du minimum, il faudra alors rajouter de l'huile dans le réservoir d'huile, qui est un autre bouchon, situé juste au-dessus en général. Donc ici, est-ce que le niveau d'huile doit se situer entre le minimum et le maximum de la jauge ? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. La consommation d'alcool A. Augmente l'acuité visuelle. B. Diminue le champ de vision. Alors, j'aime beaucoup cette question parce que tu vois, ça va nous permettre de réviser des notions très importantes et que souvent les élèves n'intègrent pas assez. Alors, on va revenir sur deux choses, l'acuité visuelle et le champ de vision. Alors, déjà, on va commencer par l'acuité visuelle. Alors, c'est quoi l'acuité visuelle ? Donc, l'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un objet à une certaine distance. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est le test que vous faites quand vous allez chez l'ophtalmo et qui vous demande de lire des lettres de plus en plus petites. Voilà. Ça, c'est l'acuité visuelle. Ensuite, on a le champ visuel. Alors, le champ visuel, c'est quoi ? En fait, c'est la portion de l'espace qu'on voit, soit avec un œil, soit avec les deux yeux. En général, quand on parle de champ visuel, on parle de champ visuel binoculaire
qui est pour un être humain à peu près de 120 degrés à l'arrêt. Alors, en général, l'alcool a pour effet de réduire et le champ visuel et l'acuité visuelle. Donc, ici, la bonne réponse sera la réponse B. Donc, la consommation d'alcool diminue le champ de vision. Question numéro 4. Dans cette situation, je dois céder le passage au cycliste avant de tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur un carrefour à sens giratoire et on souhaite quitter le carrefour et tourner à droite. Alors, cependant, si vous remarquez bien, il y a un cycliste sur une voie vélo. La voie vélo est une voie réservée. Et cette voie est réservée aux vélos, pas aux voitures. Donc si on doit couper une voie réservée, on doit bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'usager dans cette voie. S'il y a un usager dans cette voie, il a alors la priorité. Ici, la bonne réponse est la réponse A. Je dois céder le passage au cycliste avant de tourner. Question numéro 5. La ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour les passagers situés à l'arrière du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagers d'un véhicule. Le passager contrevenant encourt une contravention de classe 4 et une amende de 135 €. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 6. La balise indique un passage à niveau à 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on est bien sur une balise de passage à niveau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une balise avec 3 bandes rouges signifie que le passage à niveau est à 150 mètres. La balise à 2 bandes rouges à 100 mètres. Et la balise avec une seule bande rouge à 50 mètres. Donc ici, est-ce que la balise indique un passage à niveau à 150 mètres? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Je suis bien placé pour tourner à gauche à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois ici, on est dans une voie qui est délimitée par des lignes épaisses discontinues. Donc, les lignes épaisses discontinues viennent matérialiser une voie réservée. Alors, des voies réservées, il y en a plusieurs. Ici, comment savoir quelle est cette zone réservée? On regarde le marquage au sol. Ici, on voit que cette voie réservée, elle est réservée aux gens qui tournent à gauche, comme le montre la flèche au sol.
c'est ce qu'on appelle une voie de stockage. Donc, cette voie est réservée aux véhicules qui tournent à gauche à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 8. Le taux d'alcool maximum autorisé pour un permis probatoire est de 0,2 g par litre de sang, réponse A. 0,5 g par litre de sang, réponse B. Alors attention à cette question parce que vous êtes beaucoup à ne pas comprendre pourquoi il y a des taux différents. Alors, s'il y a des taux différents, c'est tout simplement parce qu'il faut différencier les personnes qui sont en permis probatoire, c'est-à-dire ceux qui, en général, ont leur permis depuis moins de 3 ans, et ceux qui ont un permis, on va dire, normal, c'est-à-dire ceux qui ont passé la période probatoire. Donc, 2 taux différents. Pour une personne qui a dépassé son permis probatoire, le taux d'alcool maximum autorisé, c'est de 0,5 g par litre de sang. Par contre, pour une personne qui est toujours en probatoire, le taux d'alcool maximum autorisé est de 0,2 g par litre de sang. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Avant d'ouvrir ma portière, je vérifie mes rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon angle mort. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tu dois savoir une chose. Lorsque tu veux sortir donc de ton véhicule, tu dois t'assurer que cette manœuvre ne constitue pas un danger pour les autres usagers de la route. Dans le cas contraire, c'est ce qu'on appelle une ouverture intempestive de portière. Et c'est une infraction qui constitue une contravention de première classe. Donc tu es tenu pénalement responsable en cas soit de dommages matériels ou corporels. Pour éviter ça, c'est très simple. Tu dois d'abord effectuer tes contrôles sur tes rétroviseurs, donc rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur. Ensuite, tu dois également vérifier ton angle mort. Donc, les bonnes réponses à cette question sont les réponses A et C. Question numéro 10. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce panneau, je peux klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, vous avez un panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau d'entrée d'agglomération signifie deux choses, c'est-à-dire qu'il inclut deux panneaux. Une vitesse maximale autorisée de 50 km/h et une interdiction de klaxonner. La bonne réponse ici sont les réponses A. Question numéro 11. Je dois suivre la trajectoire. A, réponse A.
Trajectoire B, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on a deux trajectoires. Trajectoire A à gauche, trajectoire B à droite. Si vous voyez bien, les deux voies sont séparées par une ligne discontinue épaisse. Donc les lignes discontinues épaisses viennent matérialiser une voie réservée. Ici, on peut voir un marquage au sol avec un vélo. On est donc sur une bande cyclable. Donc effectivement, je reste sur la voie A. Alors, sur la voie A, on peut remarquer un dos d'âne. Donc, je roule à 45 km/h. Donc, je vais être amené à ralentir. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 12. Au péage, je choisis ma voie en fonction de mon moyen de paiement. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors effectivement, avant d'arriver à un péage, on a souvent donc un panneau d'indication bleu qui nous indique les moyens de paiement. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs moyens de paiement. Donc ici, je vous ai mis tous les panneaux indiquant les différents moyens de paiement. Donc on va pas y revenir aujourd'hui parce que ce serait trop long et c'est pas la question. Mais vous allez pouvoir connaître la signification de ces panneaux dans la formation. Ici, dans le panneau qui nous est indiqué pour cette question, tout à gauche, on aura le droit à des voies en télépéage. Au milieu, on aura droit à des voies pour paiement par carte bancaire. Et à droite, pour paiement en liquide. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Dans cette situation, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'engage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, on est dans une situation, on est sur une rue à double sens. Donc on voit une voiture blanche en feu de détresse et derrière une Twingo qui la dépasse. Alors je sais, vous allez me dire, mais la Twingo n'a pas le droit de dépasser la voiture blanche en détresse parce que c'est une rue à double sens et que moi je suis dans l'autre sens et que c'est une situation dangereuse. Oui, c'est vrai, mais c'est des situations qui se passent en situation réelle. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Surtout, on ne klaxonne pas. Pourquoi ? Parce qu'on est en agglomération et qu'il est interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent. Sauf danger imminent. Et ici, c'est pas un danger imminent, parce qu'on peut tout simplement s'arrêter, laisser passer la voiture qui dépasse, et ensuite reprendre son chemin. Donc ici, bien sûr, je ne m'engage pas, je laisse la voiture dépasser la voiture en feu de détresse, et ensuite, je continuerai mon chemin. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record.
c'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Je suis sur une route à chaussée séparée. La vitesse maximale autorisée pour un permis probatoire est de réponse A, 80 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C, 100 km/h, réponse D, 110 km/h. Alors ça, c'est vraiment une question de cours basique. Alors pour t'aider, je te mets ici le document que tu retrouveras donc dans la formation. Et tu peux voir dans ce document que sur une route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée pour un permis probatoire est de 100 km/h. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 15. Le motard est en train d'effectuer un virage à gauche. Son corps se déplace donc vers réponse A, à gauche, réponse B, à droite. Alors, ici, effectivement, le motard est en train d'effectuer un virage à gauche, à sa gauche, donc notre droite. Donc, son corps, lorsqu'il va s'incliner, son corps va automatiquement se déplacer ou se pencher vers la gauche. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. Je roule à 100 km/h. La distance d'arrêt est de réponse A, 100 mètres, réponse B, 60 mètres. Alors, tu dois savoir une chose. Pour passer l'examen du code de la route, tu dois savoir calculer différents types de distances. Tu as la distance de sécurité, la distance parcourue pendant le temps de réaction, la distance d'arrêt sur sol mouillé et la distance de freinage. Donc, il faut absolument que tu saches les calculer, mais également qu'il y a certaines de ces distances que tu dois savoir estimer. Bon, on en revient à la question. Je roule à 100 km/h, quelle est la distance d'arrêt? Pour calculer la distance d'arrêt, c'est très simple. Tu prends le nombre des dizaines, ici 10, et tu le multiplies par lui-même. Donc 10 fois 10, 100. La distance d'arrêt à 100 km/h est de 100 mètres. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 17. Conduire dans un état de fatigue augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, comme le montre ce document que tu retrouveras dans la formation, la fatigue est par exemple responsable d'1/3 des accidents sur l'autoroute.
Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 18. Le régulateur de vitesse permet de rouler à une vitesse déterminée. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, effectivement, donc contrairement au limiteur de vitesse, lui, le régulateur va te permettre de rouler à une vitesse déjà prédéterminée par toi-même. Alors, comment ça marche un régulateur de vitesse exactement? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert, ici 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Pour un passager, la ceinture de sécurité est réponse A, obligatoire, réponse B, conseillé. Dans cette situation, ce passager adulte encourt une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, tout d'abord, tu dois savoir que la ceinture de sécurité est obligatoire autant pour le passager que le conducteur. Concernant les passagers, alors, il faut bien faire la différence entre les passagers majeurs et les passagers mineurs. Les passagers majeurs ont donc l'obligation de porter la ceinture de sécurité et s'ils ne la portent pas, ils risquent une amende de 135 €. Si c'est un passager mineur qui ne porte pas sa ceinture de sécurité, alors c'est le conducteur qui est considéré comme responsable et le conducteur aura à payer l'amende de 135 €. Dernier cas, si c'est le conducteur qui ne porte pas sa ceinture, alors là c'est différent. C'est une contravention de 4e classe avec une amende de 135 €, mais également un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Ici, sur la photo, comme tu le vois, ce passager adulte n'a pas sa ceinture, donc il encourt une simple amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 20. J'utilise le GPS. Je dois pas regarder l'écran, mais écouter les consignes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, lorsqu'on utilise un GPS pour se guider, on ne doit jamais regarder l'écran, mais plutôt écouter les consignes du GPS. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Je peux aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je peux tourner à gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on peut voir qu'il n'y a aucune signalisation qui nous empêche d'aller tout droit. Par contre, pour aller à gauche, on voit un tramway, en tout cas, on voit une ligne de tramway avec un feu qui clignote au rouge. Donc, on est obligé de s'arrêter. Donc, est-ce que je peux aller tout droit? Oui. Réponse A. Est-ce que je peux tourner à gauche? Non. Réponse D. Question numéro 22. Je suis témoin ou acteur d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A. Protéger, alerter, secourir. Réponse B. Secourir, alerter, protéger. Alors ça, c'est une question récurrente lors de l'examen du code de la route. Sûrement que vous allez tomber dessus lorsque vous allez passer votre examen. Lorsque vous êtes témoin ou acteur d'un accident avec dommages corporels, vous devez tout d'abord protéger, ensuite alerter et en dernier lieu secourir. C'est ce qu'on appelle le pas. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. La vitesse maximale autorisée pour un poids lourd est de réponse A 130 km/h, réponse B 90 km/h. Alors, les poids lourds doivent répondre à des réglementations spécifiques en termes de poids, en termes de dimension, mais également en termes de vitesse. Donc, un poids lourd ne pourra jamais aller au-dessus de 90 km/h. Et ce, peu importe le type de route. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. Un disque de stationnement est obligatoire pour stationner. À l'emplacement A, réponse A. À l'emplacement B, réponse B. Alors, vous voyez bien dans l'image de gauche qu'il y a un panneau de zone interdisant le stationnement dans la zone et l'autorisant si vous avez un disque de stationnement avec le petit pictogramme. Dans l'image de droite, on a un parc-mètre. Donc ici, en B, le stationnement sera payant. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Dans ce contexte, réponse A, je serre à gauche. Réponse B, je serre à droite. Réponse C, je roule au milieu.
Alors regarde, dans cette situation, si on regarde le rétroviseur gauche, on voit un scooter qui essaye de nous dépasser. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer le plus à droite possible pour le laisser passer. Alors certes, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Non, il n'a pas le droit de faire ça, mais on voit qu'il insiste, il est vraiment, il nous colle. D'autant plus que en France, on serre toujours à droite sur notre voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 26. Le pictogramme de quantité de carburant est réponse A précis, réponse B approximatif. Alors il faut que tu saches que le pictogramme qui montre la quantité de carburant est juste là à titre indicatif. Donc dès qu'il s'allume, il faut aller remettre du carburant. Ici la bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 27. Je suis bien placé pour aller à Nantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, non. Pour aller à Nantes, il faut que, comme le montre le panneau d'indication qu'il y a au-dessus, il faut que tu sois placé sur les deux voies qui sont à ta gauche. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Ce véhicule transporte principalement réponse A, des enfants, réponse B, des PMR, personnes à mobilité réduite, réponse C, des personnes âgées. Alors, le panneau que tu vois sur le pare-brise arrière de ce car indique qu'il transporte des enfants. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 29. Particulièrement, réponse A, la zone A, réponse B, la zone B. Alors ici, vous voyez bien que en A, on a un véhicule qui circule dans notre sens de circulation et qui est très éloigné. Donc il est très loin. Alors que en zone B, on a une voiture qui arrive par la droite, certes d'une zone privée, mais par la droite, et qui est très proche de nous. Il serait susceptible de griller la priorité ou autre. Donc ici, je surveille particulièrement la zone B. Question numéro 30. Par ce geste, le cycliste indique qu'il souhaite continuer sur le giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ici on a un cycliste qui est sur un giratoire, qui fait un geste, donc qui lève sa main gauche pour nous dire qu'il va rester sur le giratoire et pas tourner à droite. Donc la bonne réponse ici
est la réponse A. Question numéro 31. Rouler sans assurance peut entraîner une lourde amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, sachez que rouler sans assurance est un délit. Donc on a passé le stade de la contravention. Ce délit vous sanctionne d'une amende forfaitaire de 500 €, à laquelle est ajouté 50% au profit du fonds de garantie. Au total, vous devrez payer 750 € pour ce délit. Si vous ne payez pas votre amende dans un délai de 45 jours, l'amende est majorée à 1000 € plus 50% au profit du fonds de garantie, soit 1500 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Je prends la voiture d'un ami. A. Je pars directement. B. Je vérifie les rétros seulement. C. Je vérifie tous les réglages. Bien sûr, lorsqu'on prend une nouvelle voiture ou la voiture de quelqu'un d'autre, on vérifie tous les réglages. Faut jamais partir directement et vérifier les rétros seul sans avoir par exemple réglé d'abord le siège pour avoir une bonne assise serait totalement impertinent et inconsistant. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Je vérifie tous les réglages. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Les balais d'essuie-glace doivent être changés régulièrement. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, effectivement, tes balais d'essuie-glace doivent être changés régulièrement. C'est-à-dire lorsqu'ils sont usés. Tu pourras savoir qu'ils sont usés lorsqu'ils feront un grincement lorsque tu les actives. En général, on change les balais d'essuie-glace à peu près tous les ans. Donc la bonne réponse ici est la réponse A.
Question numéro 34. Pour réduire la pollution, je me déplace avec. Réponse A, un vélo. Réponse B, une trottinette électrique. Réponse C, une moto à moteur thermique. Alors, lorsque tu te déplaces avec des moyens de transport qui respectent l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'écomobilité. Alors, l'écomobilité, ça comprend quoi comme moyen de transport? Ben, tout ce qui va être vélo, trottinette électrique, mais également transport en commun, l'utilisation de l'écopartage et du covoiturage. Alors, les motos à moteur thermique, en plus, eux, ne participent pas du tout à l'écomobilité. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 35. Les transports en commun permettent de réduire les émissions de CO2. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, les transports en commun permettent de réduire les émissions de CO2. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Je ralentis. Réponse A, pour contrer la force centrifuge. Réponse B, pour garder le contrôle du véhicule. Réponse C, pour respecter les panneaux uniquement. Alors là, on rentre dans une trajectoire courbe. Donc effectivement, on va ralentir pour contrer la force centrifuge afin de garder le contrôle du véhicule. Et pas seulement pour respecter les panneaux. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 37. Je suis responsable si un cycliste percute ma portière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsque vous êtes à l'arrêt ou en stationnement et que vous ouvrez votre portière ou qu'un usager dans votre véhicule ouvre sa portière, vous êtes tenu euh, d'assurer la sécurité des autres usagers de la route avant de l'ouvrir. Si vous l'ouvrez et que vous causez un accident, que ce soit un accident avec dommages matériels ou corporels, vous serez tenu responsable dans la majorité des cas. Donc ici, est-ce que je suis responsable si un cycliste percute ma portière? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Je prends le risque de dépasser le camion par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici déjà, regardez le marquage au sol. On a une ligne discontinue épaisse qui annonce donc une voie réservée. Et d'ailleurs, on sait à qui elle est réservée parce qu'il est marqué bus. Donc à notre droite, on a une voie de bus. Nous ne sommes pas un bus, donc quoi qu'il arrive, on ne peut pas aller sur la voie de droite puisqu'elle est réservée au bus. Première chose. Deuxième chose, il est strictement interdit de doubler par la droite. Donc, au vu de ces deux arguments, je ne prends pas le risque de dépasser le camion par la droite. La bonne réponse est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Ce panneau indique un emplacement ou une aire de stationnement dédiée au covoiturage. Oui, réponse A, non, réponse B.
Eh ben oui, ce panneau indique bien un emplacement ou une aire de stationnement dédiée au covoiturage. À ne pas confondre avec le panneau d'écopartage. Pour connaître la différence entre l'écopartage et le covoiturage, je vous incite fortement à aller dans la formation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Je dépasse le vélo. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'active mes feux de détresse pour prévenir d'un ralentissement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme vous le savez, pour dépasser un vélo, il faut 1 mètre ou 1,50 m d'écart entre le véhicule et le vélo. Alors ici, on n'a pas d'informations concernant l'endroit. On ne sait pas si on est en agglomération ou hors agglomération. Nous, ce sera 1,50 m ou 1 mètre. Mais regardez ici, même si on prend 1 mètre d'écart entre moi et le vélo, je sors de la chaussée. Voilà. Même si on prend le cas le plus favorable, on sort de la chaussée. Donc ici, effectivement, je ne dépasse pas le vélo. Est-ce que j'active mes feux de détresse ? Oui, parce que j'arrive à un ralentissement, c'est-à-dire que si derrière moi il y a une voiture qui vient, il va pas voir le vélo, et donc il va voir seulement que je roule à très basse allure. Donc il va falloir prévenir les usagers derrière moi qu'il y a un ralentissement. Donc j'allume mes feux de détresse. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.